Donc on arrive le 7 janvier à Marseille 2023. Et là, on se heurte au fait que, et mon mari et moi, on n'est pas en CDI. Donc ni l'un ni l'autre, en plus. Genre pas un pour rattraper l'autre. On nous demande des historiques. Ah bah moi, j'ai 10 ans d'historique de société, rentable aux US, avec des salaires, on se verse des salaires d'Américains à l'époque, donc quand même des gros salaires. Ça, ils en ont rien à faire. En plus d'avoir assez peu d'offres en hiver à Marseille, déjà, la moitié de ces offres-là, donc avec des intermédiaires type agence locative, nous passaient sous le nez. On ne pouvait même pas postuler. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballés. mes bouquins. Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Vous êtes trop de permis à quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver une invitée toute spéciale. Elle s'appelle Élise Goujon, une véritable globe-trotteuse de l'entrepreneuriat, mais aussi anciennement vivant aux États-Unis. Son nom vous dit peut-être quelque chose parce qu'elle est déjà passée dans le podcast dans la toute première saison, que dis-je, même dans les tout premiers épisodes du podcast à la fin de l'année 2019. Après plus de 10 ans passés outre-Atlantique, où elle a fondé une entreprise florissante de visites guidées en français à New York, à Miami et en Californie, Élise et sa famille ont pris une grande décision, celle de rentrer en France. Mais rentrer au pays après une longue expatriation, c'est pas juste retrouver le fromage et les baguettes. Entre choc culturel, galères administratives et quête de logement à Marseille, Élise nous raconte les défis insoupçonnés de l'impatriation et comment elle apprend petit à petit à se réinventer en France. Bon alors, vous allez vite vous en rendre compte, les États-Unis ne sont jamais loin dans le quotidien d'Élise. En tout cas, elle nous livre aujourd'hui un parcours sincère et inspirant dans lequel elle partage ses réflexions sur l'équilibre entre deux cultures, son adaptation ou sa réadaptation à la mentalité française après avoir adopté l'optimisme américain et ses projets d'avenir. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Allez, c'est parti, let's go direction Marseille, dans le sud de la France. Bonjour à tous, moi je suis Élise, j'ai passé plus de 10 ans aux États-Unis, je suis complètement tombée amoureuse des US et j'ai fait en fait de ma passion mon job et maintenant je suis à Marseille depuis 2 ans, donc retour d'expatriation avec ma famille qui est composée de mon mari et de mes 2 enfants qui ont aujourd'hui 7 et bientôt 4 ans. Génial, bienvenue Élise, merci beaucoup pour cette présentation, bienvenue dans French Expat. C'est un podcast dont tu as presque, j'ai envie de dire, essuyé les plâtres puisque tu es une des toutes premières invitées. C'est pas moi qui t'avais tendu le micro à l'époque, c'était Laetitia qui avait lancé le podcast avec moi. Et tu avais raconté à l'époque comment est-ce que tu avais lancé ton entreprise de visite en fait en français de tourisme en fait, aux États-Unis, à New York, en Floride et en Californie. C'est ça à l'époque, t'avais juste ça. Enfin, t'avais juste ça, c'était déjà bien. Exactement. Alors par contre, quand tu dis oui de la tête, ça se voit pas dans le podcast. Donc bienvenue. Du coup, si vous ne savez pas de quoi on parle, c'est le moment d'aller mettre cet épisode en pause et d'aller redécouvrir ou découvrir le début de l'histoire d'Élise aux États-Unis. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Nous, on va rappeler un petit peu quand même brièvement ce dont vous aviez parlé et puis on va parler justement de ce retour qui te laisse paradoxalement très connecté aux États-Unis. On t'avait laissé t'habiter en Californie, c'est ça Je crois que j'habitais encore à New York quand on... T'habitais encore à New York, ouais. Mais c'était 2019. Ouais, 2019, où je venais d'arriver en Californie, oui, c'est possible. Enfin, en tout cas, 2019, c'est l'année charnière où je suis partie en Californie, absolument, à Los Angeles. Ok. Alors, est-ce que tu veux nous rappeler en quelques mots, à la base, toi, t'étais pas dans les métiers du tourisme ? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'étais dans une start-up dans la tech à Paris. Et en fait, c'est eux qui m'ont envoyée à New York et ils m'ont mutée. Donc, j'ai eu cette chance d'être mutée pour les visas à New York. Pour le déménagement
aussi. Non, pas vraiment, juste le visa. Mais on va pas se plaindre. C'est déjà ça. C'est déjà bien. Non, c'est déjà bien, on va pas se plaindre. Et puis, moi, je suis complètement tombée amoureuse de la ville de New York la première fois que j'ai mis les pieds là-bas. Tu connaissais un petit peu avant d'y arriver ? J'ai été allée 2 fois, mais pour le boulot. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment fait du tourisme à New York, ouais. Donc c'était une révélation et c'est l'ébullition américaine et l'ébullition new-yorkaise surtout qui m'a donné des ailes et voilà, et je pense que j'étais aussi là-bas au bon moment, au bon endroit et quand j'ai parlé reconversion, on m'a soufflé, mon entourage proche m'a soufflé de devenir guide alors que c'était pas du tout mon métier. Gros syndrome de l'imposteur, évidemment. Mais bon, voilà, je me suis formée, j'ai passé ma licence et puis je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, j'ai monté New York Off-Road en 2013. Donc, il y a. D'accord. Donc t'as fêté les 10 ans déjà. De New York Off-Road, une sacrée aventure. Est-ce que avant, en fait, j'imagine que si tes proches t'ont soufflé un peu cette idée à l'oreille, c'est que tu avais déjà une passion pour les voyages avant les États-Unis ou c'est un truc qui s'est découvert, que tu t'es découvert en vivant à New York ? Oui, non, j'étais déjà très passionnée par tout ce qui est voyage, mais c'est vrai que j'avais jamais mis les pieds en Amérique du Nord. J'étais plutôt branchée côté Asie. J'avais passé notamment 1 an aux Philippines en échange universitaire, donc c'était pas du tout la même ambiance. Non, pas du tout. Donc oui, ils m'ont soufflé ça parce que je pense que je suis une personne assez sociable. J'adore transmettre et j'adore découvrir des nouveaux endroits et les partager. Donc c'est vrai que bizarrement, moi ça coulait pas de source, mais mon entourage a priori devait trouver ça logique assez rapidement. Et alors, au bout de 6 ans, du coup, si je compte bien, tu as l'opportunité de partir à Los Angeles. C'est toi qui décides de partir à Los Angeles pour la suite de ton activité ou est-ce que c'est avec ton conjoint ? Comment ça se passe ? Non, ouais, c'est moi qui fait l'impulsion. New York était déjà bien installé. On avait ouvert Miami avec Héloïse entre-temps, donc on avait 2 destinations. Moi, alors même si on fait jamais le tour de New York, je m'étais un peu essoufflée aussi parce que c'est vrai qu'il y a un moment où c'est une ville qui absorbe beaucoup d'énergie et je venais d'avoir mon premier enfant. Et ça a quand même vachement coïncidé avec ce moment. Et c'est vrai que moi, ça m'a moins emballé New York avec un bébé. Du coup, je trouvais ça beaucoup moins fun. On était habitués à sortir beaucoup, profiter de la vie de couple sans enfants. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'on n'avait pas encore envie de rentrer en France. Donc on s'est dit dernière étape avant le retour en France. On se disait déjà qu'on allait rentrer. Mais bon, c'était très très loin pour moi. Moi, je l'envisageais pas. C'était un concept, le retour. Et on s'est dit pourquoi pas la côte ouest. On était allé à Los Angeles 2-3 fois et mon conjoint avait bien aimé. En plus, il surfe pas mal, donc ça l'avait pas mal emballé. Et il a cette chance de pouvoir bosser un peu de n'importe où. Et donc, on s'est dit, on déménage à Los Angeles et on change de côte, on change d'ambiance et on va voir ce que ça donne là-bas. Et on est resté 4 ans à Los Angeles. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter justement ton installation à Los Angeles ? Comment ça s'est passé ? Et sachant que du coup, vous avez quitté une des villes les plus chères de la côte Est pour aller sur une des villes les plus chères de la côte Ouest. Oui, bien sûr, parce qu'on avait envie de cramer tout notre cash. Oui, c'est sûr que exactement. On est passé d'une ville très chère à une ville. Moi je trouvais un chouïa moins cher quand même. Par rapport à New York, mais effectivement une ville assez chère. Mais écoute, le déménagement, assez facile. C'est ça qui ensuite, je pense, m'a un peu eu pour le retour en France, parce que celui-là était assez facile. Parce qu'en fait, tu déménages dans le même pays, donc tout ce qui est administratif, en fait, oui, t'as 2-3 petits changements, mais globalement, ta banque elle suit, ton assurance santé elle suit. Le permis, il faut quand même le repasser parce que c'est pas les mêmes règles. Enfin, il y a 2-3 petits trucs, mais c'est vrai que globalement, en fait, tu sais, les Américains sont très habitués à bouger d'un état à l'autre. C'est des gens qui sont très mobiles. Tu le sais toi-même par expérience, et puis on le voit autour de nous. Donc c'est très facilité. Tu mets ton conteneur dans un camion et puis il te suit, quoi. Et en fait, donc j'avais pas trouvé ça hyper dur. En plus, on avait trouvé notre maison avant d'y aller, enfin juste avant d'arriver. Donc on avait fait 2 semaines en France en attendant le camion. Donc on est arrivé, le camion était devant la porte le lendemain. Enfin, j'avais trouvé ça assez facile, honnêtement. D'accord. En comparaison avec le retour en France, ça s'était pas trop mal goupillé, ouais. Et vous choisissez de vous installer dans quel coin alors de Los Angeles ? Parce qu'on le dit souvent, mais vu de loin, Los Angeles, c'est une ville, sauf que c'est absolument immense. Je sais pas si on a comme comparaison, je sais que maintenant tu es à Marseille, qui est une ville aussi qui s'est construite comme plein de petits villages qui sont mis ensemble pour faire une ville. Donc l'urbanisme à Marseille est un peu particulier. Los Angeles, c'est un peu ça aussi, en fait. C'est des petits villages. Ouais, bien sûr. Alors, Los Angeles, il faut s'imaginer, c'est une mégalopole.
Le comté de Los Angeles, c'est 10 millions d'habitants. Et puis, il faut surtout comparer à la France, la superficie de l'Île-de-France. Donc, en fait, quand on compare... Ça, c'est la ville. Ça, c'est la ville de Los Angeles. Voilà. Donc, déjà, quand tu te dis ça et quand on te dit, tiens, je vais me balader, je vais faire Los Angeles en une journée, est-ce que tu ferais l'Île-de-France en une journée? Non. Pas tellement. Donc, c'est un peu ça. Et puis, tu l'as tout à fait très justement dit, Los Angeles, pour moi, c'est pas une ville, en fait. C'est plusieurs villes qui sont mitoyennes, en fait, qui parfois ont absolument aucun rapport entre elles, qui ont leur propre ambiance, leur propre vie. C'est vraiment, c'est très particulier. C'est pour ça que, en tant que Français, on est en général un peu paumé. Parce que nous, on cherche un bourg. Non, mais on cherche un centre-ville. Ah oui, mais ça, c'est vrai. À chaque fois qu'on vient me voir, tu vois, j'ai habité à Buffalo, à Boston, à Denver. On me dit, mais on peut pas aller voir le centre-ville. Moi, on peut aller voir le centre-ville, mais c'est pas ce que vous pensez, en fait. Et alors là, Los Angeles, c'est encore pire. C'est encore pire parce qu'il y a pas de centre-ville. Donc, les Français sont très déroutés. Et puis, on marche... assez peu, enfin, en fait, on marche quand même pas mal. Moi, en plus, moi, j'organise des visites à pied principalement. Donc, on marche à Venice, on marche à Santa Monica, on marche à Downtown, on marche dans plein de quartiers. Mais c'est vrai que si tu le sais pas, tu peux vite te retrouver sur un boulevard à te dire, attends, c'est à 400 mètres. En tant que Français, je vais me faire le trottoir, tu vois, parce qu'on est habitué à se balader sur le trottoir. Mais c'est une autoroute. Et il y a que toi sur le trottoir, en fait. Et il y a peut-être même pas de trottoir. Donc, ce que j'allais dire, il y a énormément de coins. Plus tu vas à l'ouest, en fait, plus il y a de l'espace, paradoxalement, moins il y a de trottoirs, en fait, moins c'est piéton. Et généralement, tu vois les gens qui se baladent dans les quartiers à pied, c'est souvent des étrangers, quand même. Tout à fait. Souvent des Européens, d'ailleurs. C'est forcément, ça. parce que c'est dans notre... non, sur Google Maps, ça dit 12 minutes. Bah oui, mais non, en fait, il faut que tu traverses une 12 voies. Ouais. Il y a un pont ou pas, alors tu cours. Ça, c'est assez amusant. C'est très dépaysant, Los Angeles, pour les touristes français. Extrêmement dépaysant. Moi, j'ai adoré... nous, on a vécu à Venice Beach, donc on était vraiment tout près de l'océan Pacifique. On est extrêmement privilégiés d'être de ce côté-là. Enfin, en tout cas, c'était nous ce qui nous plaisait, c'était notre choix. Donc moi, je faisais beaucoup de choses à pied, en vélo, déjà dans mon quartier et dans les quartiers aux alentours. Et puis, on a la proximité de l'océan, donc c'était exceptionnel comme cadre de vie. Et Los Angeles, c'est une ville qui a énormément à apporter parce que au-delà de toute cette petite ces petites briques de petites villes, il y a la nature qui est aux portes de la ville. Les Santa Monica Mountains. Non, c'est pas du tout. On s'en rend pas compte en tant que de France, mais c'est exceptionnel. Tu prends ta voiture en 10 minutes, un quart d'heure, t'as des randos de dingue, sans parler de la côte Pacifique. Et puis, tu as une diversité aux alentours, tu vois, à 2 heures de Los Angeles, entre la montagne, le parc national de Joshua Tree, Palm Springs et toute la côte, vers San Diego, par exemple. Donc, tu as le désert, les montagnes, la mer. Ça, c'est assez dingue. Moi, c'est ce qui m'a énormément plu pendant les 4 ans où on habitait là-bas. C'est d'ailleurs ce que je recherchais en rentrant en France. C'était vraiment le côté grande ville avec un arrière-pays, vraiment une proximité avec la nature assez proche. D'accord. Donc, du coup, vous décidez de vous installer à Venise. Et toi, donc tu disais, ton conjoint, il est français, ton conjoint ? Oui, il est français, oui. Lui, donc, il peut bosser de n'importe où. Donc, c'est pas trop un sujet, c'est cool. Et toi, donc, du coup, tu y vas avec l'objectif on va ouvrir... Los Angeles. Los Angeles Off-Road. Absolument. Et toute la Californie. Alors, comment tu t'y prends ? Je m'y prends comme à New York. J'imagine que tu fais du réseau, tu cherches à connaître aussi, j'imagine, bien le coin. Je m'y prends comme à New York 7 ans plus tôt. Je fais Los Angeles en long, en large et en travers. Déjà, moi. Ouais. Toute seule, comment tu t'y prends ? Tu as des guides, tu suis les visites un peu de tout, c'est-à-dire un peu de tout ça. J'essaye de rencontrer des gens qui connaissent déjà très bien et qui vont potentiellement aussi être guides avec moi pour justement déjà commencer à constituer une équipe et avoir aussi tout leur feedback sur les quartiers, sur ce qu'il y a à visiter et sur vraiment les locaux en fait. Faire gagner du temps là-dessus, quoi. C'est exactement moi ce que je propose. Donc il faut bien que je trouve des locaux puisque c'est tout mon parti pris. Je fais des visites. Il y a plein de super visites qui permettent de voir des choses, des visites en anglais faites par des Américains. Et puis je potasse, c'est-à-dire que je passe ma vie à lire, à acheter des guides, à tester, à aller voir, à parler aux gens. C'est la partie ultra cool du job. Franchement, moi j'adore créer des visites, créer des parcours. Et puis après je crée
Je teste en général sur mes potes avant et je teste voir si ça marche. Et j'imagine des thématiques, tu vois, des chronologies pour quand c'est dans un quartier un peu historique. J'essaie de réfléchir à comment je vais présenter, donc par où je commence pour présenter, pour qu'il y ait une progression. Puis comme je vis sur place, plus ça va, plus j'ai des idées en me disant mais en fait voilà ce que nous on fait en tant que locaux. Donc voilà ce que j'ai envie de montrer aussi en fait. Donc voilà. D'accord. Voilà comment ça se passe. Trop bien. Et alors à quel moment est-ce que tu te dis que tu es prête du coup à ouvrir Los Angeles et California Off-Road? Assez rapidement parce que bon là j'ai déjà l'expérience de New York et de Miami. Donc assez rapidement je sais que je suis capable de le faire. Dans la première année, je crois que j'arrive en janvier et le premier été, je fais des visites. Donc, on parle de 8-9 mois. Janvier 2019 2019, ouais. Donc, on fait des visites été 2019. On est 3. Donc, j'ai embauché 2 guides. Anne et Salomé qui travaillent avec moi et en plus donc des personnes qui là elles vivent depuis beaucoup plus longtemps que moi donc apportent évidemment en plus la petite touche donc j'ai pas de souci à en faire assez rapidement parce qu'en plus j'ai déjà vécu aux US et je le dis tout à fait, je viens d'arriver à LA mais je connais très bien comme ma poche déjà et j'ai surtout ça fait 7 ans que je suis à New York et que je fais des retours donc ça se passe très bien, première année premier été très bien. En parallèle, du coup, donc tu continues à faire tourner New York et Miami. C'est pas difficile. Je veux dire, de laisser finalement... alors, Miami, tu l'as lancé à distance, de toute manière, parce que tu n'y as jamais vécu, à ce que je sache. Oui. Mais New York, ça a été un peu aussi ton bébé que tu as sorti de terre. Lâcher les rênes à quelqu'un pour prendre le relais sur place, comment ça se passe, en fait, tout ça? Parce que tu as l'excitation de sur place Los Angeles. Tu as aussi besoin que ça continue de tourner dans les autres villes. Comment ça se passe? Oui, c'est sûr que c'est un step dans l'aventure entrepreneuriale. J'étais hyper prête, donc je l'ai pas, j'ai pas mal vécu et surtout j'avais une équipe, enfin j'ai toujours, ils ont un peu changé, mais j'avais une équipe sur qui j'avais entièrement confiance, hyper autonome et ça a été, mais on peut pas dire facile, mais ça a été quand même, ça a été franchement hyper smooth. Et puis voilà. Et puis New York LA, c'est 3 heures de décalage, donc c'est hyper facile de se parler. Et puis j'étais déjà, effectivement, comme tu l'as dit, habituée à pas être physiquement dans toutes les villes que je proposais, puisqu'avec Héloïse, on a travaillé sur Miami ensemble, mais à distance. Donc en fait, ça s'est passé de manière très très smooth. Et c'était chouette. Ce qui était plus compliqué d'un point de vue business, en revanche, c'est d'être en Californie. Et c'était par rapport à la France. Parce que tous mes clients sont plutôt... Enfin, tous les clients. La majorité de mes clients donc, sont des touristes de France. Suisse, Belgique, francophones. Quand même, ça, c'est quand même 90% de mon business. Et je travaille pas mal avec des agences de voyage aussi. Et le fait d'être en Californie, là, je pouvais quand même... C'était quand même vachement plus loin pour aller faire un workshop ou aller rencontrer des clients ou même faire des calls. Ou même faire des calls. Là, le 9 heures de décalage... Je l'ai quand même bien senti passer. J'ai trouvé ça beaucoup plus dur que quand tu bosses à New York et que tu as 6 heures de décalage et qu'en fait, tu as quand même une demi-journée avec l'Europe en commun. Mais j'ai le même ressenti depuis Denver où j'ai eu 8 heures de décalage avec la France où en fait, tu te lèves, tu vois, là pour moi, il est 9 heures, pour toi, il est 17 heures déjà. Quoi. C'est, la journée est déjà terminée. C'est pas évident pour les collaborations. Non, c'est pas facile. 9 heures de décalage, c'est beaucoup. 8 heures, 9 heures, c'est beaucoup. Ouais. Donc, il y avait ce côté-là. Je me rendais pas forcément... Enfin, si, je me rendais compte sur le coup. Mais c'est vrai que c'était le seul truc qui était un peu pénible. C'était que, en plus, j'avais une personne qui était rentrée en France à l'époque, de New York, donc qui commençait à continuer à travailler avec moi. Mais à la fois, heureusement, parce qu'elle couvrait toute la partie fuseau européen. Mais nous, pour se parler, c'était un peu... tu vois, fallait pas se rater, quoi. T'avais 1h30, 2 heures grand max en commun. Donc, tu te retrouves le matin... à 6h du mat, à ouvrir ton Slack dans ton lit, quoi. Moi, tu sais ce que c'est. Et à répondre au Slack à 6h, de 6 à 7 dans ton lit. D'accord. Donc, tout ça en lançant l'activité sur place. Et puis, forcément, on parle d'activité de tourisme. On sait que la Californie a été un État qui a pris les devants, en fait, un peu sur la pandémie, qui a fermé pas mal de choses. Alors, c'était pas des confinements comme en France, on l'a déjà expliqué, mais j'imagine que les activités de tourisme ont été vachement impactées, notamment, surtout si toi, la plupart de tes clients viennent de France. Si les frontières sont fermées, ça complique un peu la donne.
Ah oui, bah ça, c'était le pire moment de ma vie professionnelle. Hein. Ça a duré 21 mois. Je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai les dates en tête. Enfin, ouais, ça a été le choc. 13 mars 2020. Bah, on fait tous l'autruche, hein, je veux dire, avant que ça se passe. Hein. J'étais pas la seule. Et puis nous, on était... faut se remettre dans le contexte. Début 2020, on fait un début d'année 2020, mais le best ever. Donc en plus, une surexcitation. Voilà. On commence l'année, on se dit, waouh! L'année 2020, ça va être un truc de dingue, donc hyper excitant. Je passais une semaine en Floride, donc je suis à Miami cette semaine-là pour travailler avec Héloïse justement sur la préparation de la saison avec elle à Miami. Donc je suis à Miami, mais je suis dans le déni, mais jusqu'à l'annonce de Trump, comme plein de gens, mais vraiment dans le déni. Et je suis dans un bar cubain, pour te dire, à Little Havana. D'accord. Et là, on sait que Trump parle. Et genre, bon, ça faisait quand même 2-3 heures que les gens nous disaient, il va fermer les frontières. J'étais là, c'est pas possible. Et surtout, mon mari, qui est adorable, qui me soutient depuis le début, mais me dit, Evie, c'est pas possible. C'est un businessman. Il peut pas faire ça. Il fermera pas les frontières. On peut lui reprocher plein de trucs. Mais le mec a un sens du business. Donc, ça me rassure. Je me dis, il a raison. Il va jamais fermer. Et là, bim, la sentence tombe. Et là, honnêtement, s'ensuit, moi, une descente aux enfers. Hein. Et attention, tout va bien, on a été en sécurité, on n'a pas été malade. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais moi, mon job, c'est ma vie. C'est comme plein de gens, mais c'est vrai que c'est mon business, c'est mon bébé. Et dans le déni pendant 2 semaines, donc les 2 dernières semaines de mars, déjà, il y avait cette histoire au début, je sais pas si tu te souviens, mais il avait dit, on ferme 1 mois. Je sais pas si... moi, je me rappelle vachement de ça, parce que du coup, on s'accroche parce que tu tiens ça, du coup. On s'accroche à ça. Et je regarde et je suis là, bon, ok... On est le 13, il rouvre le 14 avril. Et nous, notre grosse saison, c'est vraiment début avril, le début, tu vois. Donc, on se dit, tu vois, je me dis, OK, on perd 15 jours, tu vois. On s'accroche à plein de trucs. Et là, je commence à gérer que des annulations, évidemment. Puisque là, on est en mode, il faut qu'on rembourse, il faut qu'on annule, ou on fait des avoirs. Enfin, je te passe le côté hyper anxiogène d'avoir que des emails à gérer comme ça. Et puis voilà, et puis s'ensuit des mois de sans savoir en fait. Ce qui a été très dur pour moi d'un point de vue business, c'est vraiment le côté on savait pas quand ça réouvrirait. Si on l'avait déjà su que ça allait durer quasiment 2 ans, tu t'organises et et là t'es là. Tu continues à payer tes employés, hein, tu veux pas les perdre, donc tu baisses les salaires comme tu peux. Tout le monde est un peu à mi-temps. Moi, je me suis coupée, évidemment, tout de suite, en plus, mon salaire. Et t'essayes de les garder au max. Enfin, voilà, t'essayes de faire le dos rond. Finalement, tu peux plus les payer, donc t'arrêtes de les payer. Heureusement, il y a des aides un peu pour eux. Enfin, bon, ça a été hyper douloureux. Moi, j'ai trouvé ça hyper douloureux. Je pense que j'ai fait une dépression. Il y a un moment où j'ai dit, OK, au bout de 6 mois, jusqu'à là, fin août, j'ai dit, OK, vas-y, en fait, on met tout en pause. Moi, je peux plus gérer des trucs comme ça. Faire que des reports tous les 3 mois, gérer comme ça, je peux plus. C'est trop dur, quoi. Et je décide de faire un peu le dos rond. Et est-ce que, parce que Los Angeles, ça fait partie de ces villes, New York, la Floride aussi, enfin de ces coins des États-Unis où il y a beaucoup de francophones aussi, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, OK, on va changer la stratégie, on va essayer d'aller chercher les gens qui sont déjà ici sur place? Bien sûr, mais ça, on l'a fait très rapidement. Ouais, on l'a fait très rapidement. On a essayé plein de trucs. On a fait des visites virtuelles. On a fait évidemment des visites pour les expats francophones, tu as raison. Et on en a fait. On n'a pas fait 0, mais c'était rien, quoi. C'était 3 visites qui se battaient. Et donc, c'était quand même très cool pour le moral, dans tous les cas. Mais il faut savoir que c'est comme en France. Il y a eu aussi plusieurs vagues de confinement. Enfin, comme partout. Donc, en fait, il y a un moment où quand on s'était remotivé en se disant, OK, les frontières sont fermées. Ça repart. Paf, on se reprenait, je sais même plus le nom des virus, là, des variants. Et du coup, et l'État refermait. Et on pouvait décemment pas communiquer sur faire des visites alors qu'on avait un order de stay at home, tu vois, c'était pas possible. Donc, moi, il y a un moment, j'ai dit, OK, vas-y, oulala, stop. Je peux plus, c'est trop dur à gérer. Donc, j'avais cette chance d'avoir assez peu de charges fixes. Mes seules charges fixes, c'était nos salaires. Et donc, j'ai tout arrêté, j'ai tout coupé au minimum et j'ai attendu. On a attendu et ouais, ça a été long. 21 mois.
D'accord. Donc, du coup, t'arrêtes en fin août, c'est ça? Ouais, j'arrête vraiment. Enfin, j'arrête. Ouais. Fin août, j'arrête. Mais moi, comme je suis incapable de rien faire, j'aide un pote, je l'aide, qui a une boîte de distribution dans le vin. Donc, D'accord, rien à voir. Ouais. Ah non, mais rien à voir. Mais moi, il fallait que je parle à des gens. Que t'aies une activité, ouais. Ah là là, ouais. et moi, j'étais punie chez moi toute seule à parler. C'était la punition pour moi. Vraiment, le Covid. Donc, donc là, j'étais là trop bien. Lui, il a besoin de moi. Et je remplaçais un congé mat de 4 mois. Et puis, ça te permet aussi d'avoir un peu de revenus parce que, et aussi, ça me fait, il y a une réalité financière, ouais. Tout à fait. Donc voilà, donc je fais ça. Et puis en fait, après, j'étais déjà enceinte à ce moment-là. En fait, j'ai eu mon deuxième enfant à ce moment-là. Donc après, j'ai arrêté et je me suis posée. Et je me suis arrêtée 6 mois pour l'arrivée de mon deuxième. Et en réalité, c'était un mal pour un bien. Mais avec du recul, finalement, j'aurais jamais pu faire ça. Oui, tu le sais pas. Tu sais pas. Tu le sais pas sur le coup, mais avec du recul, c'était très cool de pouvoir bien profiter du deuxième enfant. Donc voilà. Et puis, je la mets à la crèche et 2 jours après, il y a l'annonce de la réouverture des frontières. Donc ça, vraiment, hyper bien. Dingue, le timing. Ouais, le timing était assez dingo. Vraiment, c'était 2 jours. Hein. Okay. J'étais là. Ah bah parfait. Donc ça, c'était, donc ça, c'était cool. Et après. T'as pas eu le temps de. Ouais, j'ai bien profité, pendant 6 mois. Mais c'est vrai que le début était vraiment hardcore. Ouais, anxiogène et tout, comme il faut, quoi. Et tu as réussi, du coup, quand vous avez quand ils ont rouvert les frontières, est-ce que, du coup, justement, les clients étaient de nouveau au rendez-vous? Il a fallu les chercher? Mais pas du tout, mais vraiment, on a eu une vague. Ah ouais? Une vague incroyable. Au début, on croulait, on avait limite, on n'arrivait même pas à répondre à toute la demande tellement il y en avait. Et qu'on on avait quand même. Wow. Sur toutes les villes ou Los Angeles en particulier? Ouais, sur toutes les villes. Non, New York d'ailleurs. New York la première. New York avant Los Angeles parce que les frontières ont réouvert en fait fin novembre 2021 et Los Angeles c'est quand même pas la période la plus propice au tourisme l'hiver. Les gens sont plus avril-octobre, tu vois, avec l'été au milieu. Donc en fait les gens sont arrivés à New York à Noël, mais c'est revenge travel de Noël quoi. C'était n'importe quoi. Et je me rappelle que j'avais dû faire un aller-retour pour aller moi-même guider à New York, tellement on n'avait même plus de ressources parce qu'on avait perdu quelques guides qui étaient rentrés en France, hein, tout simplement. Et voilà, la réalité aussi financière de la vie aux États-Unis quand t'as plus de revenus. Et je me rappelle avoir fait un aller-retour pour aller guider 5 jours à New York. Enfin, c'était trop drôle. Enfin, drôle. Voilà, il y a un moment, c'était système D, quoi. Mais c'était chouette, ouais. C'était un peu dur, mais c'était positif, quoi. C'était des bons problèmes, enfin. Donc, ouais, à partir de 2021... Enfin, c'est surtout donc 2022 un peu une année vraiment de reprise quand même un peu sportive mais cool. Et puis depuis 2023 là, on est à nouveau en marche en vitesse de croisière. Donc c'est cool. Trop bien. Mais écoute, bravo d'avoir réussi à tenir le bateau à flot malgré la grosse tempête. Et alors, à quel moment est-ce que le retour en France... Donc, tu disais que déjà, quand vous êtes parti à Los Angeles en 2019, vous aviez en tête un retour en France à un moment. Et je sais pas, comment ça se fait en fait que vous vous projetiez pas à terme aux États-Unis? Ouais, c'est vrai que quand on s'est dit LA, on a aussi... Je pense qu'à l'époque, on le disait pour rassurer nos familles. Et Los Angeles, c'est le dernier stop aux US et après, on rentre. En tout cas, moi, je disais un peu pour rassurer ma famille. Mon mari, je sais pas, je pense qu'il y croyait plus. Et LA, moi, LA, j'ai adoré. Enfin, ça me manque tous les jours. J'y pense. Ouais, la Californie, j'ai beaucoup trop aimé. Mais le problème, c'est que c'est très loin. Et j'ai trouvé ça extrêmement difficile avec 2 enfants en bas âge. Et pour le business aussi, mais surtout pour le décalage horaire de 9 heures et les 11 heures d'avion. On l'a fait évidemment comme des expats, donc de temps en temps on rentre en France, hein, avec 2 enfants, 2 petits, des bébés. Oh là, moi j'ai quand même des souvenirs d'être décalqué pendant 1 semaine à l'arrivée, décalqué la semaine du retour. Ça je commence à en avoir ras-le-bol. Et mine de rien, ouais, les États-Unis c'est pas le monde des bisounours. Tu l'as souligné quand tu as dit qu'on était parti de New York à LA, qu'on avait fait les 2 villes les plus chères la plus chère de la côte Est et presque la plus chère de la côte Ouest. Et il y avait ça, quoi. Il y a un moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'installe vraiment aux US? Ça veut dire quoi s'installer? Ça veut peut-être dire acheter un bien immobilier. On n'avait absolument pas les moyens de s'acheter quelque chose là où on vivait. Et moi, mine de rien, le Covid a été quand même très dur pour moi. Et mon mari m'a un peu... il m'a eu... Quand je raconte ça, je dis que c'est...
le petit coquin. Il m'a eu à ce moment-là quand j'étais pas au top. Et il m'a dit, viens, on rentre, on va avoir nos parents qui nous aident, ça va être cool et tout. La France, c'est cool. Et moi, j'adore la France, hein, donc j'étais pas du tout anti-retour, mais je me rendais pas compte que ça allait être aussi dur, honnêtement. J'ai dit, ok, vas-y, banco, on y va, on rentre. Et puis après, la date, donc on est rentré fin 2022. Et la date a coïncidé avec la fin d'un visa. Donc voilà, on s'était dit, on va pas le renouveler. Ouais, ça collait bien, quoi. Ça collait bien. Et on s'est dit, fin 2022, on rentre. Et puis voilà, quoi. Donc on s'est dit, on fait le grand saut. Mais c'est vrai que j'ai fait l'autruche jusqu'à la veille du départ. Et puis, je vous demandais maintenant de bien vouloir répondre aux questions qui vont vous être posées. Oui, avec plaisir. Question pour un champion. À toi de jouer, Jeannot. Alors attends, on va revenir sur ce départ, mais avant, je te propose un petit quiz. Toi qui as vécu à Los Angeles et à New York, tu vas devoir me dire s'il s'agit de Los Angeles ou de New York. J'adore. Ok ? T'es prête ? Ah ouais. Dans quelle ville trouve-t-on le plus grand nombre de restaurants étoilés ? New York. Ouais. Je regarde parce que j'avais pas bien écrit la réponse. Oui. Ouais, New York, c'est sûr. On mange mieux à New York qu'à LA, ouais. Quel quartier surnomme-t-on le nombril du monde ? Times Square ou Hollywood Boulevard ? Jamais entendu ce surnom. Cette dénomination ? Non, jamais, mais... bon alors, c'est un endroit où on peut croiser les cow-boys qui font de la guitare en slip. Mais c'est ce que j'aime. Non, mais j'allais te dire, ça me paraîtrait quand même plus cohérent qu'on parle de Times Square. Ouais, exactement. Troisième question. Où peut-on voir un coucher de soleil rose-orange depuis une grande roue en bord de mer ? Ouais, Santa Monica Pier ou Coney Island ? Ouais, ça va. Santa Monica. Ouais. Coney Island, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est une fête foraine qui est aussi au bord de l'eau. Mais le sunset californien, c'est un peu une vue de carte postale, quoi. Ouais, non, c'est clair. Imbattable. Surtout l'hiver. Les meilleurs, ouais, les sunsets hivernaux. Ouais, les sunsets hivernaux sont les plus beaux, ouais. Et j'ai entendu parler d'un truc, c'est le rayon vert sur le Pacifique. Oh là là, je l'ai cherché, Anne Fleur. Je l'ai cherché à chaque sunset. Tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui connaissent pas ? Alors, je sais pas si je vais être capable d'expliquer le... Parce que tu l'as pas trouvé, du coup, ce que j'ai compris. Je l'ai pas trouvé. J'ai un copain qui m'a dit qu'il l'avait vu. Je le crois moyen. Je sais pas si quelqu'un l'a vraiment vu. Je sais pas si c'est un mythe. Paul l'a vu. En fait, c'est Paul qui en a parlé. Et du coup, voilà. Alors, en fait... il paraît, donc ok, non mais moi je crois Paul. Par contre, c'est quelqu'un de très honnête, il n'y a aucun problème, je ne remets pas du tout en cause ses dires. C'est en fait à l'instant, à la seconde où le soleil passe de l'autre côté, donc vraiment au niveau de la ligne d'horizon, au niveau de la mer, parce qu'en fait, le soleil se couche évidemment au-dessus de l'océan Pacifique, c'est ça qui est incroyable à Los Angeles. Et il paraît qu'il y a une seconde où il y a un rayon vert qui apparaît, qu'on voit, qui est vraiment très furtif. Alors, à quoi c'est dû, j'imagine Il faut que l'eau soit plate, ce qu'on m'a dit. Ah oui, il faut que l'eau soit hyper plate. Ah oui, il faut pas qu'il y ait de vagues, il faut que vraiment... Oui, c'est pas... Tu peux pas en plus le voir tous les soirs. Il faut qu'il y ait des conditions réunies. Mais c'était assez souvent ça, en fait, parce que le soir, le vent tombe, tu sais, au coucher de la nuit, au coucher du soleil, la tombée de la nuit. Donc, et moi, je te jure, j'étais là en train de le regarder. Et j'étais là, ne cligne pas des yeux, Élise. Vraiment. Faut pas le louper, ça va durer une fraction de seconde. Et je me rappelle que mes enfants, j'étais là, vas-y, arrête, me parle pas pendant 5 minutes. Là, j'ai envie de voir le rayon vert. Ne pas déranger. Avec des yeux, mais tu vois, globuleux, là, rond, arrondi. J'ai dit, vas-y, je vais le voir, je cligne pas des yeux. J'ai jamais vu. Mais bon. Mais c'est vrai que voilà, c'était un peu le petit jeu de voir le rayon vert. Mais je suis contente que Paul l'ait vu. Et j'avais un copain à un moment à côté de moi, il me dit, je l'ai vu. Je dis, c'est pas possible, je regardais à côté de lui. Ah, t'étais juste là. Mais oui. Non, ça, tu me mens. Trevor, tu me mens. Oh, là, je me suis si il mentait ou pas. Il dit, je l'ai vu, d'accord. Mais ouais, le rayon vert, le fameux rayon vert. Ok, next. Quel métro est réputé le plus propre, Los Angeles ou New York ? Aucun des deux. Aucun des deux, mais je dirais LA quand même. Elle est plus propre que New York, quand même. Moi, c'est ce qu'on m'a dit dans mes petites recherches, c'est que le métro de Los Angeles est tellement moins utilisé que celui de New York. Oui, je pense que c'est pas la raison pour laquelle il y a moins de monde. Ouais. Non. Sûrement elle est, mais c'est pas dingo non plus. Et ça quadrille pas toute la ville, en fait, aussi. Ah bah non, il y a 3 lignes. Il y a 3 lignes sur une superficie de l'Île-de-France, pour rappel. Donc, dingue. Voilà. Je vais te dire, en 4 ans, je l'ai pris 2 fois. Ah ouais. Et franchement, j'ai essayé parce qu'en plus, j'allais faire des têtes downtown. Donc, je m'étais dit, je vais pas prendre ma voiture pour aller à downtown. Enfin, en plus, j'arrivais de New York, où j'étais tout le temps en métro. Oui, ça te paraît inconcevable. Ça me paraissait inconcevable de prendre ma voiture non-stop.
Et en fait, on habitait à 20 minutes de bus pour rejoindre la station de métro de Santa Monica, pour te situer dans l'ouest. Après, c'est bien. Une fois que alors, le métro, par contre, il est aérien, il marche bien. Et en 40 minutes, j'étais downtown LA. Mais D'accord. porte à porte, en fait, si t'habites pas à côté de la station de métro et que tu vas pas à côté de d'une station de métro, ben en fait, il faut bien prendre des bus ou être à pied. Et en fait, là, on parlait de 1h30 de trajet porte à porte, donc c'était pas possible. Ah ouais, tu m'étonnes. D'accord. Mais ils s'améliorent. Là, ils vont ouvrir une ligne qui va relier l'axe, donc l'aéroport, à downtown. Et ça, c'est quand même un big move pour Los Angeles. Et c'est très bien. Bon, ils préparent LA 2028 et ils ont bien raison parce que sinon, ça va être l'enfer. Intéressant, écoute. C'est quoi les surnoms de Los Angeles et de New York ? Ouais, bon, c'est facile. Bah écoute, il y en a pas mal. Los Angeles, c'est la cité des anges. En général, c'est ce qu'on dit. New York, il y en a beaucoup plus. Ça peut être Big Apple, ça peut être la ville qui dort jamais. Elle a un peu plus de surnoms. Mais j'aime bien la ville qui dort jamais. Je trouve que ça lui va bien. Ça lui va bien, ouais. Ouais, des séjours que j'en ai fait, ça colle bien. Moi, c'est une ville qui m'épuise, New York. Mais oui, c'est fatigant de visiter New York. Elle est complètement drainante. Ouais. Dans quelle ville est-ce qu'on peut voir un festival où les gens jouent du tambour déguisé en hot dog ? New York. Ouais. Tu connais le nom ? Non, j'étais en train de me le dire, je me rappelle plus du nom. C'est la Mermaid Parade à Coney Island. Elle fait partie de la Mermaid Parade. Oui. Alors ils sont pas déguisés qu'en hot dog, les gens ils sont déguisés en tout ce en qui est crustacés aussi, sirène. Exactement, tout ce qui est lié à la mer, donc étoiles de mer, sirènes, etc. Et c'est vrai qu'il y a les drums avec les hot dogs. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'à Los Angeles, il y a quand même le Venice Beach Drum Circle tous les dimanches au coucher du soleil qui vaut aussi le détour. C'est ça ? Exceptionnel. Il y a pas de hot dog. Je l'ai fait je l'ai régulièrement fait celui-là à Venise. C'est génial, il faut le faire quand on est un dimanche à LA. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Il faut juste louer des vélos, parce que c'est une parade de vélos en fait. Et ce qui se passe, c'est que les gens vont illuminer leurs vélos. Tu sais, ils vont mettre plein de lumière, guirlandes et en fait ça part toujours. Au coucher du soleil, donc ça dépend de la saison, ça peut partir plus ou moins tôt en fonction de l'heure à laquelle le soleil se couche. Et en fait, ça dure 1h30, 2h. En fait, tu fais ce que tu veux, tu peux partir quand tu veux. Et je l'ai fait avec mon fils plein de fois, qui adorait, et c'était le plus petit à chaque fois sur son petit vélo. Ah, génial. Et c'était trop mignon. Et il y a une ambiance de dingue. Donc un truc pour tout le monde, quoi. Ah ouais, trop sympa. Tous les gens que j'ai emmenés là, tous les potes que j'ai emmenés là-bas, ils ont adoré. Ouais, ils ont adoré et trop chouette cette parade. Et puis c'est tous les dimanches. La Mermaid Parade, Coney Island, c'est qu'une fois par an, mais si on y est, il faut y aller. C'est hyper festif, très bonne ambiance aussi. Bon, faut pas être choqué de voir des bouts de peau, faut pas non plus, voilà. Mais bon, ça reste très bonne, enfin c'est très convivial, c'est quand même pas, c'est pas trop choquant. Tu peux quand même y amener tes enfants, quoi. Oui, tu peux. Bon, il nous reste 2 questions. Quelle ville, bon, elle est très facile celle-là, quelle ville possède le panneau le plus photographié au monde ? Le Hollywood Sign de Los Angeles ou le panneau de Wall Street à New York ? Bon bah Hollywood Sign, jusque-là, ouais, c'est voilà, sûr. On est d'accord. C'est mythique. Et puis, dernière question, où se trouve le seul funiculaire du pays utilisé dans un film de Ryan Gosling ? Ouais, ça c'est facile pour moi. Ça c'est Downtown LA et c'est La La Land et c'est Angel Flight. Et c'est le plus petit, à son ouverture, début du 20e, c'était le plus petit funiculaire du monde. Voilà. Et ça, en visite, on le prend, ou en tout cas, on en parle. Ça vaut le coup. Ouais, c'est fun. Et puis surtout, c'est mythique parce que La La Land, c'est une lettre d'amour pour moi, ce film à Los Angeles. À Los Angeles. Il date un peu, mais c'est vraiment une lettre d'amour. Et donc, il y a plein d'endroits, tu découvres plein d'endroits avec ce film. Il y a des endroits très incontournables comme le Griffith Park, par exemple, avec le Griffith Observatory, mais il y a des endroits comme Angel Flight qui apparaissent dans le film qui sont moins connus, donc c'est trop chouette. Trop bien, trop cool. Et parce que moi, ce que je connaissais de New York, c'est au début, j'étais non, c'est Roosevelt. Enfin, si on parlait pas du film, il y a le Roosevelt Island Tramway, mais en fait, c'est un téléphérique et pas un funiculaire. Ouais, c'est un téléphérique. C'est ça. Et fait par des Français, cocorico. Ah ouais ? Eh oui, des Savoyards. Bravo, c'est gagné! Bien joué, les gars. Du coup, donc on revient en 2022. Tu fais donc un peu l'autruche parce que, ok, vous vous êtes mis d'accord pour rentrer en France, mais toi, tu te projettes pas vraiment trop en fait encore dans ce retour en France. Comment est-ce que vous vous organisez en fait à distance pour ce retour ? Toi, t'es originaire de quelle région à la base ? Moi, je suis de Nantes, donc rien à voir. D'accord. Et mon mari est de Reims, donc rien à voir non plus.
Rien En fait, à on voir n'est non pas plus. du tout Ok. de Marseille. Et alors, comment est-ce que vous choisissez où est-ce que vous allez atterrir en famille? En fait, comment on choisit? Alors, on vise la France. On se dit, on rentre en France. Pas Europe, France. C'était quoi? C'était l'appel de la famille? C'était, Ouais, clairement, l'appel de la famille, des proches. Voilà, les enfants en bas âge, on a envie qu'ils profitent des cousins. Enfin, ouais. Donc, on se dit France, même pas Portugal, Espagne ou Londres, enfin, ou l'Angleterre. On se dit France, ok. Et on n'est pas, et on a cette chance, ce luxe de ne pas avoir de besoin d'habiter dans une ville particulière. Ouais, lui peut garder son job actuel et Ouais. toi aussi. Exactement. Même si moi j'avais envie d'être dans une grande ville. Donc moi mon brief c'était grande ville avec vraiment un outdoor, enfin une richesse vraiment autour. La nature. La nature quoi. Ça peut être un lac, une mer, de la montagne. On était quand même un chouïa plus branché mer. Donc on s'est posé des questions. Et ah oui, et sinon, important aussi quand même, on va pas se mentir. Après Los Angeles et le climat sud-californien, on avait du mal à se dire qu'on allait aller dans le nord de la France, même si À Lille. j'adore. Ouais, Tu parles de Lille, j'adore Lille. Ouais, Mais- d'accord, ok. Mais j'adore cette ville. Mais ouais, non, là, ouais, on n'était pas prêts. Et on avait ce luxe de pas avoir besoin de pouvoir, choisir. On avait regardé Bordeaux, on avait regardé Lyon, alors plutôt des grandes villes. Et moi, je voulais être aussi je voulais pouvoir aller à Paris assez rapidement parce que niveau business, ben voilà, l'intérêt d'être en France, c'est de capitaliser sur le fait que je peux aussi aller à Paris où il y a quand même, on va pas se mentir, beaucoup plus d'ébullition et en tout cas beaucoup plus de mes clients. Donc voilà, et après alors attends, nous on a fait n'importe quoi, on ne connaissait pas Marseille. Mais donc vous On ne décidez, connaissait pas Marseille, on y donc va. on se dit C'est pas genre all in. on rentre en France et puis on va explorer en se basant chez les parents un peu. Vous allez on à est un peu Marseille. Ouais, on est un peu tarés. Alors, vous êtes je aventurier. fais quand même ouais, on est un peu aventurier. Ouais, alors ça c'est bien quand t'es 2. Quand t'es 4, c'est faux. Bon, avec du recul, je me dis que je l'aurais fait peut-être différemment, tu vois. Mais bon, en fait, je parle à des Marseillais et à des néo-Marseillais, comme ils les appellent. En fait, je dis à tout le monde, on veut aller habiter à Marseille. Si vous connaissez des gens qui habitent là-bas, donnez-moi leur contact. Et bon, le réseau, tu connais le réseau francophone aux US, ça marche plutôt bien. Donc tout le monde j'ai ma tante, ma cousine, ma meilleure pote, blabla. Donc on me file plein de contacts et je fais des Skype avec, tu vois, tous ces gens-là et je leur demande plein d'infos, mais je ne connais pas Marseille. Et c'est quoi tes grandes questions à l'époque? Mes grandes questions, c'était un peu de me décrire un peu leur vie sur place, dans quel quartier ils vivent, pourquoi ils avaient choisi ce quartier, qu'est-ce qui leur plaît dans ce quartier, qu'est-ce qui leur plaisait moins. Parce qu'il faut imaginer, moi j'étais avec ma Google Map de Marseille en train de me dire, alors attends, elle me parle du 6e, le 7e, mais le 8e, et en plus, visuellement, du coup, je mettais aucun repère dessus, donc j'ai essayé de comprendre géographiquement la ville de Marseille. Ce qui est pas évident parce qu'en plus, c'est une ville qui est assez segmentée comme Los Angeles, donc c'était pas évident. Donc voilà, et donc je pose des questions comme ça. Après, j'ai parlé pas mal. Je parlais pas forcément à des expats donc je passais plutôt à des gens, par exemple, des Parisiens qui étaient venus à Marseille ou même d'autres villes, et à des Marseillais, mais c'est vrai que je parlais pas à des expats. J'aurais dû beaucoup plus parler à des expats pour comprendre l'impatriation et les enjeux. L'adaptation, la réadaptation. Pour moi, j'étais en mode, C'est en mon fait, pays, je je rentre rentre, dans quoi. mon pays. Ouais. Et ouais, je rentre chez moi. Il Mais n'y a pas de raison. Ça fait plus de 10 ans que je suis partie, c'est plus du tout chez moi. Et puis en fait, le pays que tu as quitté n'est plus le pays qui est actuellement, quoi. C'est aussi une réalité. C'est une réalité. Et puis tu pars à deux, tu rentres avec des enfants. Ouais. Donc T'as jamais vécu avec des enfants en France. Ça change Non. tout. Donc moi, l'année 2022, en plus, c'est l'année où je remonte mon business, puisque donc on vient de sortir du Covid. Donc en plus, je suis partout et nulle. Enfin, je n'arrête pas parce que vraiment, c'est une charge de travail assez intense. Donc on prépare pas tant que ça. Enfin, on prépare les cartons évidemment, mais c'est vrai que on se dit, on vise Marseille et en fait, on essaye de trouver un appart ou une maison de loin, ça ne marche pas, alors que New York LA ça avait bien marché. Et on se dit pas, on va faire un aller-retour quoi. Ouais. Mais la recherche de logement aussi est compliquée par rapport au fait que, moi, je sais pas, j'ai l'impression que dans les grandes villes américaines, les gens étaient assez flexibles sur le fait que ton historique de loyer, il est peut-être à l'étranger ou des choses comme ça. Et de ce que je lis sur les forums d'impatriation, etc., c'est
pas aussi simple de ne pas avoir, si tu es indépendant, de ne pas avoir plein d'historiques de loyer, des témoignages de propriétaires qui s'est bien passé et tout? Ah, mais on se heurte à la rigidité administrative française et on se prend une grosse claque. Donc, on arrive en Airbnb. Finalement, on se dit, on se prend une maison d'un mois en se disant, on va être sur place. Et en fait, il y a un moment, ça va se décanter parce qu'il faut être sur place. Il y a plein d'endroits où c'est vrai. Donc, on se dit, on va faire ça. Donc, on arrive le 7 janvier à Marseille 2023. Et là, on se heurte au fait que, et mon mari et moi, on n'est pas en CDI. Donc, ni l'un ni l'autre, en plus. Genre, pas un pour rattraper l'autre. On nous demande des historiques. Ah moi, j'ai 10 ans d'historique de société rentable aux USA, avec des salaires, on se verse des salaires d'Américains à l'époque, donc quand même des gros salaires, puisque le niveau de vie est beaucoup plus élevé ici, comme tu sais. Mais ils en ont rien à faire. Donc là, en plus d'avoir assez peu d'offres en hiver à Marseille, ce qui est assez logique, mais nous, on était un peu dans le monde des bisounours. Déjà, la moitié de ces offres-là, donc avec des intermédiaires type agence locative, nous passaient sous le nez. On ne pouvait même pas postuler. On ne passait pas la garantie des loyers payés. Quoi. Ah la vache. C'est ça. Et ça a été un peu dur. Je t'avoue que, waouh, ok, donc. T'as quoi comme solution dans ces cas-là? Tu payes des garanties en ligne. Tu fais un chèque pour qu'une boîte de garantie se porte garant pour toi. Ça, c'est la solution qu'on a trouvée pour la maison qu'on a trouvée. Donc, mais parce qu'en plus, on arrive avec nos gros sabots d'Américains en mode, on peut payer 6 mois upfront. Le truc qui marche aux US. Ici, ils sont là, n'importe quoi. On ne veut pas de votre argent. Vous êtes de la mafia. Vous allez nous ramener une mallette de cash. Absolument. En dollars, en plus. Mais non, ça c'était assez. J'ai trouvé ça assez dur, mais bon, voilà, avec du recul, c'est compréhensible en fait. Ils ont besoin d'avoir des garanties qu'on n'offrait pas, puisque nous on avait 10 ans d'historique aux US. Mais c'est vrai que tu te prends, comme tu as l'impression de rentrer chez toi, tu te dis qu'ils vont t'accueillir les bras ouverts. Un peu en disant, je suis française. Un gros reality check, quoi. Et mon mari et moi, on avait bossé avant en France, donc, je sais pas, on s'était dit, on a bossé en France, il y a pas de raison, enfin, tu vois, on connaît le système. Donc là, un peu le mur, première petite claque. Et puis 6 mois de démarche administrative, quand même, vraiment. 6 mois. Ah ouais, entre le moment où tu fais la demande de la CAF, c'est 6 mois plus tard, la sécurité sociale aussi. En fait, il y a rien de compliqué. C'est juste, mais c'est une paperasse. Oh, ça donne, tu vois, genre là, ça fait 2 ans qu'on est là. Si on me disait demain, tu peux repartir, j'ai un peu la flemme de me retaper la paperasse dans l'autre sens, alors que j'en meurs d'envie. Tu vois, donc c'est marrant. Et alors, au-delà de, donc l'impatriation, c'est vrai que c'est pas rentrer chez soi. C'est quand même, faut le gérer comme une vraie expatriation. Faut le préparer comme une expatriation dans le sens où moi, j'aurais dû appeler des impatriés, quoi. J'aurais dû appeler des expats qui sont rentrés. Ça m'aurait fait du bien. J'en ai appelé quelques-uns. Quand on s'est pris la claque et qu'on est arrivé, j'ai fait hop. Et là, j'ai récupéré des contacts. Sauf que moi, les gens à qui je parlais, c'était là. Ils étaient peut-être arrivés depuis 6 mois avant moi, ou 1 an ou 2 ans avant moi. Et je me rappelle encore de cette nana très sympa, mais qui est arrivée 2 ans avant moi. Donc, et moi, ça fait 2 mois que je suis là. Je suis en PLS, au bout de ma vie. Je sais pas ce que je fous là. Je veux rentrer à Venise. Je veux retrouver ma maison avec mes copains. Je sais pas ce que je fous à Marseille. Et là, elle me dit, ouais, t'inquiète, ça prend 2 ans. Comment ça prend 2 ans? Pour moi, dans ma tête, j'étais là encore 2 mois et c'est bueno, quoi. Je suis genre sur les rails. Et elle me dit ça. Et maintenant, je me dis qu'elle a raison. Et c'est quoi? Ça prend 2 ans avant de te sentir chez toi de nouveau, en fait, ou? Ouais, avant de te sentir bien, avant de retrouver tous tes repères. Elle avait trouvé que ça prenait 2 ans. Et moi, avec du recul, j'exagère, ça n'a pas pris 2 ans. Parce que là, ça fait 2 ans et ça fait déjà peut-être 6-9 mois que je suis bien, tu vois. Mais ça prend bien 9 mois, 1 an. C'est long. Après, je pense qu'il y a un truc aussi. Parce que moi, j'en parlais avec mon mari, qui n'était pas du tout dans la même vibe que moi. Et lui, il a fermé la porte de notre maison à Venise. Il a monté en avion et sa page. Il a fermé le chapitre américain. Il a fermé le chapitre. Et moi,
J'ai été décalée déjà là-dessus, en fait, sur vos complètement ressentis. décalée, pas du tout en phase. Et en plus, du coup, c'est un peu compliqué, tu vois, de pas être en phase avec, évidemment, ton mari sur des questions un peu existentielles. Et pendant 1 an, moi, j'étais là, waouh, mais... Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait, quoi ? Pourquoi on est là ? Et à la fois, je suis quand même quelqu'un d'assez positif et qui va de l'avant. Donc, j'étais pas en train de je me disais, ok, bon, de toute façon, le choix, on l'a fait. Donc, allons-y. Et puis, la France, c'est très cool. J'étais pas du tout en train de... j'étais émerveillée de plein de trucs en France. J'étais très contente de retrouver mes parents, ma famille, mes amis proches. Enfin, il y a la spontanéité des retrouvailles aussi. Mais ouais, de pas plein avoir de à trucs. prendre un billet d'avion à chaque fois que tu veux aller voir. Mais oui, mais il y a la bouffe, le fromage, enfin, le Ventoux. Mais c'est vrai que j'avais un mal-être et je savais pas d'où ça venait. Et j'étais là, et je réfléchissais, qu'est-ce qui me manque ? Non mais d'accord, les avocados toast, ça me manque, mais c'est pas ça qui me fait que je vais pas bien, tu vois. Et je comprenais pas ce qui me manquait. J'ai mis 1 an à comprendre que c'était le mindset des Américains qui me manquait. Ah ouais, la mentalité. La mentalité. Qu'est-ce qui te Et manquait c'est quand dans j'y cette suis mentalité ? retournée et je me suis dit, oh là là, mais c'est ça qui me manque. Ben, tu sais, c'est ce positivisme à tout bout de champ, ce côté tout est possible. Et le côté, je pense que ce qui me manque aussi énormément, c'est le fait d'être expat. D'avoir l'impression de vivre quelque chose d'un peu exotique, d'un peu exceptionnel. En fait, t'es pas dans ta zone de confort quand t'es expat. Globalement, quand même. Bon, après, peut-être qu'au bout de 50 ans, oui, mais au bout de 10 ans, oui. Enfin, tu te sens bien, etc. Mais je sais pas, c'est toujours pas ta langue maternelle. T'as toujours je sais pas, tu découvres toujours des trucs, tu vois, un peu excitants, un nouveau truc. On te parle d'une nouvelle expression que t'apprends, tu vois, en anglais. Enfin, tu as plein de trucs comme ça, rien que ça. Et je pense que c'est vraiment ces 2 choses-là qui me manquent encore, en fait. La mentalité, même si j'aime pas tout aux US, attention, hein, évidemment, je cautionne pas tout, et en plus, depuis que je suis partie, c'est quand même très on le sait. Politiquement, c'est quand même compliqué, mais c'est vrai que t'es dans un cocon quand tu vas à New York ou à LA, où en réalité, tu sens pas ça pèse pas, en fait, à ce moment-là, mais ouais, j'ai l'impression un peu d'avoir une vie un peu moins excitante, quoi, en vrai. C'est ça, voilà, ouais, pour être complètement honnête. Mais en fait, t'as aussi peut-être, tu sais, des fois, si tu pars vivre à l'étranger et que tu te dis, bon, je suis là pour un moment, mais pas forcément pour toute la vie, t'as un peu ce compte à rebours de il faut que je profite de chaque instant que je passe ici, genre make it count, qui, du coup, même les jours où c'est un peu plus dur, tu te bouges, tu sors de chez toi, tu pars... à la découverte de nouvelles choses et c'est peut-être moins important. En même temps, là, tu es dans une nouvelle région. Tu disais que tu connaissais pas Marseille. Mais oui, non, mais c'est ça. Oui. Et en fait, le côté, et je te rejoins là-dessus. Effectivement, quand tu sais, en tout cas, tu te dis que tu vas pas forcément vivre toute ta vie ici, tu as envie de profiter encore plus. Alors moi, c'est quand même dans mon tempérament d'aller, tu vois, découvrir. J'adore ça. Genre, je déteste rien faire un week-end, rester chez moi, ça me tend. J'ai l'impression d'avoir perdu mon week-end. Ouais. Et Marseille, on a aussi choisi. Parce que c'était une nouvelle ville qu'on connaissait pas. Et je te dis ça, mais à la fois, je suis hyper excitée d'être à Marseille. C'est une ville incroyable, complètement sous-cotée. Tant mieux, comme ça, pas trop de gens viennent. Mais c'est complètement sous-coté. En plus, les médias français, ils en font des caisses sur la dangerosité de la ville. Donc, il y a plein de gens que ça freine. Et non, et moi, j'adore. C'est-à-dire que j'ai rien à reprocher à Marseille. Alors, c'est pas parfait, hein. Mais je veux dire, globalement, c'est une ville où je me sens bien, et où je me suis fait des potes, etc. Et où on visite, voilà, on découvre plein de trucs. Et encore une fois, ça délivre en termes d'arrière-pays, c'est incroyable. Mais je comprenais pas pourquoi il y avait un truc qui allait pas, parce que je me suis dit, mais attends, ça coche toutes les cases. C'est trop bien. En plus, c'est une ville très cosmopolite. Donc moi, qui adore rencontrer des gens d'horizons différents, même si voilà, il y a plein d'expats d'ailleurs. Et il y a plein de gens de partout, quoi. Donc, il y a plein de gens il y a plein d'étrangers. Enfin, donc c'est vachement sympa. Donc, ça délivre Marseille là-dessus. Mais c'est vrai que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus avant que je retourne à New York pour le boulot. 9 mois après mon arrivée à Marseille. Et c'est là où j'ai fait, OK, c'est ça qui me manque, en fait. J'ai mis le pied aux US, j'ai fait, waouh, je me sens trop bien.
C'est dingue, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on se réadapte justement à cette mentalité qui est différente? Bah alors moi j'ai cette chance, c'est qu'en fait, si tu veux, mon job a changé au day to day parce qu'évidemment je fais plus de visites, je suis plus dans l'opération, je suis plus sur place. Ça me manque beaucoup d'ailleurs, toute cette création de visites et puis la rencontre avec les touristes. Ça, j'adorais ça, même si j'en faisais beaucoup moins à la fin. J'avais toute l'équipe qui faisait ça, mais c'est vrai que j'en faisais quand même encore. Mais globalement, bon, moi j'ai gardé ma boîte, j'ai gardé mes clients, j'ai gardé mon équipe, donc j'ai cette chance d'en plus de pas avoir été trop déracinée niveau boulot et quand j'ai compris que c'était ça qui me manquait, je me suis dit ok, en fait, il faut que je retrouve un équilibre et il faut que j'aille aux US. Bon, de manière quand même, je vais pas y aller toutes les 2 semaines, ça n'a aucun sens ni pour la planète ni pour ma vie de famille. Et puis j'ai besoin d'y aller en plus, d'aller voir les équipes, je peux pas ne plus jamais y aller. Donc je me suis dit ok, en fait, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille aux US quand j'ai besoin, dans les villes et me prendre en fait, ce que je dis c'est que je me prends mon shot mon petit shot d'américain, mon petit shot de mindset de bonne américain. humeur, de positivisme, de ouais. Et puis je reviens et puis en réalité, et puis ma vie ici, il y a énormément de choses positives. Donc en réalité, je suis hyper contente aussi d'avoir ma vie ici. Mais c'est vrai que là, par exemple, j'y vais dans 2 semaines. Ça fait 3 mois et demi que je suis pas allée. Genre, je sens que je suis un peu là en. Ça te manque. Ouais. Ouais, c'est dingue. C'est incroyable. Je suis là, genre. Heureusement que j'ai la carotte. Donc, tu as trouvé un peu le meilleur des 2 mondes où tu arrives à avoir un pied un peu sur chaque continent. Bah, clairement, c'est ce que je me dis. Et je me dis qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Exactement. Et que l'équilibre est là. Bon, on verra jusqu'à quand. Mais c'est vrai que ça fonctionne. Et puis, niveau boulot, ça a du sens. Et puis, niveau boulot, ça a vachement de sens que je sois en France en réalité. Avec du recul, commercialement parlant. Donc, c'est hyper positif. Mais c'est vrai qu'après, c'est bien d'avoir un business qui marche, mais il faut aussi savoir pourquoi on se lève tous les matins, quoi. Et alors, est-ce que tu as envisagé, je sais pas, pour avoir cette partie opérationnelle, de faire découvrir, j'en sais rien, Marseille Off-Road aux Américains? Ouais, puis on en parle beaucoup. C'est vrai. D'accord. On m'a beaucoup parlé d'ouvrir Marseille Off-Road. Je me suis posé la question, évidemment. Et après, je me suis dit non, j'en ai pas envie. Donc, j'ai écouté mon instinct. Et pourtant, je pense qu'il y a énormément de trucs à faire visiter à Marseille. Et encore une fois, c'est complètement sous-coté. Il y a plein de trucs à faire. Mais c'est vrai que ouvrir Marseille Off-Road, ce serait reprendre de zéro. Parce que commercialement, c'est complètement l'inverse. C'est d'aller démarcher les agences américaines qui font venir les touristes américains. Repartir de zéro sur une ville. Et en fait, je me suis posé la question et c'est pas de ça dont j'ai envie aujourd'hui. Donc, ça va peut-être changer. Mais c'est vrai qu'il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Quand je me balade dans le panier et que je vois les visites street art, c'est vrai que ça donne envie. Je me dis, carrément. Tu vois, quand je vais refaire des randos dans les calanques, je me dis, mais oui, il faudrait que les touristes, fassent ces randos-là. Donc bon, ça va, je me rabats sur tous mes potes qui viennent nous voir et je leur fais la guide. Ils sont très contents. Et alors du coup, aujourd'hui, c'est quoi tes perspectives? Tu dis, du coup, là, ça fait 6-9 mois que tu te sens, ça y est, chez toi, que tu te sens arrivé, que tu es en paix finalement avec ce retour en France. Mais en même temps, tu m'as dit que tu en rêves de repartir. Comment est-ce que tu te situes par rapport à tout ça? Ouais, j'en rêve. Mais après, mais la réalité de l'âge de mes enfants, de Navi, me dit que non, on va pas repartir tout de suite. Pas tout de suite? Non, pas tout de suite. Et puis non. Mais c'est clair que je pense que c'est pas fini. L'expatriation pour nous. Et là, on est plutôt maintenant assez en phase avec mon mari là-dessus, c'est qu'on a envie de repartir peut-être un jour, mais là, c'est trop tôt. Donc, écoute, continuer à transmettre, mon amour pour les US. On ouvre des nouvelles destinations, donc j'ai vraiment une super équipe sur place. Ouais, là, on va ouvrir. Là, on a 4 villes en Californie depuis l'année dernière. On en avait ouvert 2. Là, on ouvre Chicago et Las Vegas. Il y a plein de nouveaux projets qui sont évidemment liés au monde du tourisme et qui sont un peu différents de faire des visites guidées. Donc voilà, donc ça c'est pareil. Il y a plein de choses dans les tuyaux parce que moi j'ai besoin de me réinventer et puis que je m'ennuie assez vite, donc il faut que ça délivre. Ouais. Donc mais ça se passe bien puisque l'équipe est hyper haute. Enfin, j'ai vraiment une équipe incroyable. T'as combien de personnes maintenant? On est 5 vraiment en full time. En permanent, ouais. Ouais, absolument, en salarié permanent et après l'équipe de guide franchement, j'ai même pas on est entre 25 et 30, ça dépend des
saisons parce que là c'est des freelances et il y en a qui font plus de visites que d'autres, donc les principaux je les connais très bien évidemment, puis il y en a qui nous aident un peu plus sur les hautes saisons, mais ouais tout se passe bien, et c'est vrai que c'est hyper excitant de faire grossir une entreprise que t'as créée, de continuer, c'est hyper chouette. Je me plains pas, mais c'est vrai que il a vraiment fallu que moi je réinvente mon job et que je retrouve une motivation sans être sur le terrain, et de me dire ok, qu'est-ce que je fais maintenant, comment je profite du fait que je sois physiquement en France pour faire grandir ton business, pour faire grandir mon business, et aussi comment moi je me motive après plus de 10 ans, parce que c'est ça aussi quoi, forcément, c'est comme partout, quoi. Donc, faut se renouveler. Donc, oui, non, il y a passion, plein de... comme dans un couple. Exactement. Mais c'est vrai que quand il y a des jours où ça va, où t'es moins motivé que d'autres et t'as un peu envie de tout jeter à la poubelle, je m'accroche à mon équipe, quoi. Parce que eux, ils lâchent rien, quoi. Ils sont à fond. Ouais. Donc, c'est vrai que de les voir à fond, c'est porteur. Moi, hyper porteur. Eh ben, génial, mais bravo. Merci. Si tu pouvais... revenir à un petit, je sais pas, à n'importe quel moment finalement de ton parcours et te chuchoter un petit conseil à l'oreille, tu reviendrais où et tu te dirais quoi? Je reviendrais au moment du Covid, parce que c'était vraiment le moment le plus dur pour moi professionnellement. Ah ouais, non, on est passé par des phases très compliquées quand même. Et ouais, je me chuchoterais de lâcher prise. De beaucoup plus lâcher prise et de dire ok, il faut faire le dos rond, il faut lâcher prise, il faut se détendre un peu là, et puis ça va passer, ça va revenir. Ce qui était très compliqué, c'était l'incertitude dans les dates, l'incertitude dans la façon de voyager après le Covid. Et ouais, je me dirais ça va aller, lâche prise. Bah écoute, génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup là pour la suite, Élise? Bah écoute, que ça continue, que j'arrive à continuer à trouver cet équilibre entre les deux côtés de l'Atlantique, puisque c'est vrai que les US, c'est un pays qui est cher à mon cœur, qui est voilà, que j'aime d'amour et qui me manque tous les jours, et à la fois je suis très contente d'être de retour aussi en France. Donc c'est marrant parce que je me suis toujours sentie très française aux US, et depuis que je suis en France, je me sens américaine, mais vraiment, et on me le fait ressentir. Et donc t'as le côté un peu déraciné des deux côtés, où tu sais plus où t'habites. Mais bon, écoute, je pense que c'est ce que... T'as des racines des deux côtés, hein. Ouais, j'ai des racines des deux côtés maintenant, et je trouve que c'est une force d'avoir cette double culture aussi, hein, en l'occurrence. Donc continuer, et puis voir... continuer à toujours... faire rêver les gens, leur transmettre notre passion pour les US, parce que même si politiquement on n'est pas d'accord avec ce qui se passe... les gens foncièrement aux US n'ont pas changé. Les endroits n'ont pas changé. Ils sont toujours aussi accueillants, et c'est toujours aussi magique d'aller visiter les États-Unis. Donc, j'espère que je vais pouvoir le proposer encore très longtemps. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, Élise. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite beaucoup de bonheur aussi à Marseille. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup, Anne-Fleur. Merci à tous. À bientôt aux US. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Élise d'avoir fait son retour du coup sur le podcast 6 ans après y être passée la première fois. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. En tout cas, merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. La semaine prochaine, on reste dans le sud, mais cette fois-ci le sud des États-Unis. Je vous laisse découvrir un petit extrait et je reviens juste après. Tout était assez tracé, tracé et puis très conditionné par rapport à ce qu'on attend de la France. C'est-à-dire qu'en France, tu existes socialement par ton travail, quand même. Une grosse partie. La première question qu'on te pose, c'est quand on te rend compte, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et c'est d'ailleurs une question qui m'horripile, mais... Moi aussi. Mais bon, parce qu'on n'est pas défini par un travail, mais en France, oui, malheureusement.
Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et j'ai hâte, comme chaque semaine, de vous retrouver mardi prochain pour une nouvelle histoire. À très vite!